Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous sommes également contents d'accueillir ce nouvel habillage de votre programme Espace Miné. De toutes les façons, votre programme Espace Miné, c'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez. Les faits saillants de l'actualité attireront encore notre attention dans le cadre justement de ces échanges. La dénonciation restera encore à l'ordre du jour. Ce fait qui vous énerve au niveau de la société. Ici en direct sur Espace Miné, nous donnons quelques esquisses de solutions. Et pourquoi ne pas rappeler que l'instant de l'analyse ne pourra pas changer. Ce matin, on marquera un arrêt majeur pour parler justement de la religion, mais avec une question. La religion peut-elle développer un pays? Avez-vous l'impression qu'en priant beaucoup, avez-vous l'impression qu'en faisant les neuvaines, nous pouvons augmenter notre taux de croissance? De toutes les façons, pour en parler, ils seront hommes d'église, ils seront sociologues, ils seront journalistes, ils seront consultants. Parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Espace Miné, 10h, 11h52. C'est une affaire du sac de modérateurs. Nous accueillons nos premiers invités ce matin, professeur Jean-Claude Désiré Noubissier. Bonjour. Bonjour Monsieur Pafa ici, bonjour aux panélistes et bonjour à vos téléspectateurs. Je rappelle simplement que professeur Noubissier est enseignant d'université, il est sociologue, psychosociologue. Vous insistez sur psychosociologue? J'aime bien psychosociologue. Parce que vous faites aussi la psychologie? Parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans la sociologie et beaucoup de sociologie dans la psychologie. Bon, le psychosociologue, c'est celui qui essaie d'ajuster les deux, la psychologie et la sociologie. Le sociologue reste dans l'étude du fait social, le psychologue dans l'étude du fait psychologique et le psychosociologue le fait psychosocial. Bon, comme ça semble compliqué, moi je vais vous poser une question simple. Vous, en tant que psychosociologue, si on vous demandait de caractériser ou bien de parler du Cameroun en 2-3 phrases sur l'aspect psychosociologique, que pensez-vous du Cameroun? On dirait que les relations entre les Camerounais, sont des relations un peu mitigées, un peu tendues, parce que les Camerounais se méfient déjà des autres. Parce que l'image, le label Cameroun ne porte pas beaucoup de fruits dans le sens positif. Parce que être Camerounais de nos jours, ça vous donne certains stigmates, certains préjugés. Et en tant que psychosociologue, vos relations à autrui peuvent être impactées par le simple fait que vous soyez Camerounais. Bon, le psychosociologue va étudier le rapport entre un sujet S1 et un sujet S2 du fait qu'il soit Camerounais. D'accord. Oui, ça c'est la psychosociologie. C'est-à-dire que, est-ce que si je m'en vais... Être Camerounais ne fait plus du bien. Être Camerounais, c'est pas ça fait pas du bien. Il y a des clichés, il y a des préjugés qui accompagnent parfois le Camerounais. Quand vous dites quelque part je suis Camerounais, ça amène les gens à réfléchir. Moi je me rappelle quand je suis allé en Belgique. Un peu de frappe, j'étais en Belgique en 2016 pour une formation. J'étais très content de me présenter à la veille comme étant Camerounais. Et dans la soirée, il y a eu une émission sur la prostitution en Europe de manière générale. Et que il y a une émission sur la prostitution et sur l'exploitation des Belges par les Camerounaises. L'émission avait été faite et les journalistes étaient déplacés jusqu'à venir ici à Kribi, montrer les tombes des Belges qui sont morts au Cameroun, ont été enterrés au Cameroun. C'est fait donc que le jour suivant, quand j'arrive, me dit, mais Désiré, tu disais que tu étais Camerounais. J'ai dû dire que oui, on est Camerounais, bon, on est obligé de l'assumer. Mais parfois, c'est-à-dire il y a un certain nombre de comportements, de clichés, de préjugés, de représentations qui sont parfois élaborés et qui empêchent parfois d'affirmer sa camerounité. Merci, professeur. Votre analyse, vos commentaires, votre expertise nous sera d'un important apport. En face de vous, nous allons accueillir un homme d'église. Lui, c'est le révérend Émile Mbarga. Bonjour, révérend. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux téléspectateurs d'Info TV et à tous les panélistes. Vous êtes apôtre au niveau de la mission évangélique Vie et paix du Cameroun. Vie et paix du Cameroun. Oui. C'est quoi un apôtre? Bon, apôtre comprendre le concept d'apôtre, c'est un concept très vaste. Bon, étymologiquement, ça veut dire envoyer. Ça veut dire envoyer. Mais quand vous étudiez
le Nouveau Testament, vous étudiez la vie de Jésus, vous étudiez les apôtres, notamment Pierre et Paul, vous vous rendez compte que la notion d'apôtre, au départ, il a envoyé, mais devant, c'est-à-dire dans la suite de la mission, beaucoup d'autres choses apparaissent selon et qui sont différentes selon qu'on a été appelé dans un domaine et pas un autre. Je vous prends par exemple ce parallèle entre les deux ministères, l'apôtre Paul, les deux apostolats, Pierre et Paul. Pierre a été appelé était l'apôtre des Juifs. À plusieurs reprises, il a été confronté au fait qu'il devait ouvrir la porte aux gentils. Mais il a toujours, en raison de sa culture, en raison de son appel, de la spécificité de son apostolat, ça n'a pas toujours, il ne répondait pas à ça. C'est comme ça que Dieu va susciter un autre instrument, Paul, un homme de grande culture. C'est lui donc qui va être la clé, la porte ouverte pour l'accès de manière beaucoup plus étendue et définitive des païens à l'évangile. Donc, comment vous savez que vous êtes un appelé, que vous êtes un apôtre? Dieu vous a aussi parlé? Oui. Attends, je vais dire, vous savez, un jour, je vais vous faire une anecdote. J'ai mon oncle, j'étais déjà pasteur, ça fait peut-être 15 ou 16 ans. Il m'a appelé, il m'a dit que bon, il a décidé que j'ai un cousin, il était encore à l'école, il entrait dans le secondaire, il dit, j'ai décidé que ton cousin va aussi, il va aller au séminaire. Il faut qu'il soit aussi un homme de Dieu comme toi. Bon, j'ai regardé mon oncle, je n'étais pas aussi enthousiaste que lui, parce que pour servir Dieu, il faut être appelé de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas accepter, du moins dans le cadre du ministère, dans le cadre du sacerdoce, Dieu ne peut pas accepter le service de quelqu'un qu'il n'a pas expressément appelé. Alors j'ai dit à cet oncle que son intention, sa pensée est bonne pour son fils. Ouais. Mais cependant qu'il laisse son fils grandir, il aura lui-même le temps de confronter cette réalité de manière personnelle, de façon individuelle. Et si effectivement Dieu l'appelle à cela, il saura. Il saura. Quand Dieu vous appelle, vous savez. Merci. Hein. Oui. Vous savez. Moi, j'attends toujours que Dieu m'appelle. J'espère que je saurai aussi. À côté de l'apôtre Émile Barga, nous allons accueillir l'inamovible Arnaud Victor Eyada. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour également à tout le riche panel qui nous accompagne ce matin. Je n'oublie pas l'équipe technique d'Info TV et surtout les millions de téléspectatrices qui sont soumises une fois de plus et certainement pas de trop à nos lèvres ce matin. Vous saluez seulement les téléspectatrices. Oui, c'est un choix que j'ai fait ce matin. Parce que vous avez un mouchoir rose. Tout à l'heure, on aurait bien entendu. Merci Arnaud Victor. En face de Arnaud Victor, c'est le consultant de tout temps, de tous les temps. Le consultant qui restera lorsque tout le monde aura disparu en termes de consultanat. Lui, c'est Pierre Bleriot-Niemek. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est toujours un privilège d'être parmi vous. Un privilège d'être parmi nous. De toutes les façons, le panel est déjà constitué. Le temps d'une respiration.
Théophile Vianney-Biya, bonjour. Parfait, ici bonjour et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment. Théophile Vianney-Biya, c'est le plus jeune rédacteur en chef de toutes les télévisions en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Revue de la presse Acte 1, c'est toujours à tous les matins à partir de 6h45 avec Théophile Vianney. Revue de la presse Acte 2, c'est en direct sur Espace Miné à partir de 10h. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Théophile Vianney-Biya, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont disponibles en kiosque ce matin et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mveng. Le quotidien Info Matin est disponible en kiosque. Ce journal nous plonge dans cette actualité. FENASCO Ligue B, le centre provisoirement en tête à l'entame du 3e jour de compétition ce 22 juin. La région hôte des Jeux enregistre déjà 11 médailles, dont 7 en or, 1 en argent et 3 en bronze. En page 2, le journal Info Matin vous fait donc revivre la FENASCO Ligue B, les 3 premières journées. Sago 2022, on en parle également en grande une de ce journal. Moderniser l'administration pour l'atteinte des objectifs de la SND 30. Recommandation faite par le MINCOM René Manuel Sadi à l'ouverture du 11e salon de l'action gouvernementale qu'il a présidé ce 22 juin à Yaoundé en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. 200 administrations publiques et privées y prennent part jusqu'au 1er juillet 2022 afin de faire connaître leur innovation au grand public. En page 3, le journal Info Matin revient donc sur la cérémonie d'ouverture du Sago. Le journal Cameroun Tribune en fait sa grande une ce matin. Le quotidien à capitaux publics titre modernisation de l'administration publique, ambition affichée, œuvrer à la simplification des procédures administratives dans le cadre des services rendus aux usagers en vue de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030. C'est le fil conducteur de la 11e édition du salon de l'action gouvernementale. À lire dans ce journal de la page 4 à la page 5. The Guardian Post est également disponible, le quotidien. The Guardian Post nous parle de cette affaire du côté de Limbé. On nous dit que 2 enfants trouvent la mort du côté de Limbé. Qu'est-ce qui s'est passé? À lire donc dans ce journal, le journal The Guardian Post qui revient sur cette affaire ce matin en page 9. Le jour d'Aman Mana est également disponible en kiosque. Le journal Le Jour nous plonge dans cette autre actualité. Transport, 3 morts à Yokadouma. On parle donc de cette affaire en page 5 ce matin. Une autre affaire est présentée en grande une du journal Le Jour. Affaire Glencore. La CONAC enquête tandis que Maître Akeremouna saisit cette commission nationale de lutte contre la corruption une seconde fois. Le dossier vous est donc présenté de la page 2 à la page 3. Et si on prenait le Messager, le journal de Feu Pius Njawé est également disponible en kiosque ce matin. Ce journal parle de l'université de Ngaoundéré. Au campus de l'injustice, qu'est-ce qui se passe du côté de l'université de Ngaoundéré? En page 5, on parle donc de cette actualité ce matin. C'est vrai, depuis 6 mois de ces indemnités de souveraineté sur décision du PCA qui dit se plier aux instructions des tutelles administratives et financières, Madame le recteur Bois du Noir. C'est l'information qui est relayée dans ce journal ce matin. La Nouvelle Expression est également disponible en kiosque. Le journal La Nouvelle Expression revient donc sur cette actualité du côté des Biouan-Bané, dans la région du Sud Cameroun. Le député et le maire au tribunal lors d'une cérémonie réunissant les militants du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la localité. Il y a quelques semaines, le maire avait violemment agressé le député de la circonscription et l'avait grièvement blessé. Le journal La Nouvelle Expression nous dit donc que le maire et le député sont au tribunal. On parle également de cette autre actualité en colonne de ce journal, Bafoussam, 15 corps en souffrance. Le directeur de l'hôpital régional donne 10 jours aux personnes à la recherche des proches disparus de passer pour identification et retrait. Faute de quoi, ces corps seront mis à la disposition des autorités compétentes pour inhumation. À lire en page 6 du journal Nouvelle Expression. Mutation nous plonge dans le lac Tchad ce matin. En grande une du journal Mutation, on parle de cette douche de Boko Haram. Lac Tchad, la douche de Boko Haram. Comment 800 terroristes ont été neutralisés en 3 mois au cours de l'opération Lake Sanity menée par la force multinationale mixte. À lire donc en page 5 du journal Mutation qui est en kiosque ce matin. Ce journal parle également de cybercriminalité en page 12. Les start-upers en ordre de bataille. Le journal Mutation nous le fait savoir dans sa parution. Litige foncier. On en parle avec l'essentiel du Cameroun. Le journal L'essentiel du Cameroun revient donc sur le litige foncier du côté de Douala Dikolo. Comprendre Douala Dikolo à lire de la page 5 à la page 7. Pendant que le journal Essentiel veut nous faire comprendre ces litiges, Défi Actuel nous dit qu'à Douala, l'affaire Dikolo Bali a déjà des avancées. Pour les requêtes des victimes, il y a donc déjà des avancées d'après l'information qui est relayée par le journal Défi Actuel de François Bambou qui est disponible en kiosque. Afriland First Bank CD, le jeu trouble de la banque
Banque centrale de RDC vous est présenté dans ce journal de la page 2 à la page 7. Prenons également en kiosque ce jour le journal de Paul Ngouaré Kindi, Réalité Plus, qui s'intéresse donc à la FECA Foot ce matin. Attention Eto, avance, n'écoute personne. Iya Mohamed et Tombi Aroko ont laissé trop de scorpions et caméléons à la FECA Foot. C'est l'information qui est présentée dans ce journal ce matin par le journal de Paul Ngouaré Kindi. Il s'agit du journal Réalité Plus que vous connaissez bien. De la page 2 à la page 3, vous pouvez donc lire cette actualité. Génération Libre nous plonge dans cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plus d'une semaine au Cameroun. Agression, la mafia qui veut broyer Jean-Sylvain Vondor, à lire en page 5 du journal Génération Libre, qui s'intéresse également aux travaux publics, construction et entretien du réseau routier dans la Damawa, les travaux chiffrés à 134,25 milliards de francs CFA. Information présentée dans ce journal au bas de une. Flèche d'Afrique parle de l'autoroute Kribi-Lalobé. Kribi-Lolabé, opération de paiement des indemnisations, un succès total pour le préfet Nourou Bello. On nous le fait savoir dans ce journal. On nous dit donc que l'opération des indemnisations du côté de l'autoroute Kribi-Lolabé est un succès total. L'essor du Cameroun qui est en kiosque ce matin, le journal d'Aboubacar Machia Mohamed parle donc de journée internationale de la musique, un concert inédit des forces de défense et de sécurité au Palais des Sports de Yaoundé. À lire dans ce journal, on revient donc sur cette célébration du côté du Palais des Sports où on a pu voir les multiples talents des militaires des forces de défense et de sécurité, des militaires, gendarmes et policiers du côté du Palais des Sports. Parlant de musique, nécrologie, les causes réelles du décès de Maurice Ndjoumé vous sont donc présentées dans ce journal également, le journal L'Essor qui est en kiosque. L'économie de Thierry Ekouti qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV à Espace Miné parle d'entreprise publique. L'État va revoir sa politique d'actionnariat. À lire en page 3, cette initiative souligne la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic vise à rationaliser ses dépenses. On parle également de l'amélioration de la production agricole, ce que proposent les organisations paysannes d'Afrique centrale, à lire dans ce journal. En page 4, cacao d'excellence, 500 producteurs reçoivent des primes demain dans le Mungo. Information présentée par ce journal qui est en kiosque. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention. Votre fidélité nous honore. Votre fidélité est imputrescible, inamovible, intouchable, je veux dire intouchable, inaccessible encore, parce que la fidélité de nos téléspectateurs est inaccessible, indivisible, imputrescible, inamovible. Mesdames, Messieurs, merci. Alors, Monsieur Lorec, ce soir, comme d'habitude, le 20h sur Info TV, quelques faits saillants de l'actualité. Nous avons une actualité majeure ce soir pour le 20h d'Info TV. Ce que nous réservons à nos téléspectateurs, on parle de cette actualité, on parle de la fonction publique en Afrique. Aujourd'hui, c'est la journée africaine de la fonction publique. Vous savez que la fonction publique occupe une place de choix dans notre société et ça intéresse bon nombre de Camerounais. On s'intéresse donc à cette fonction publique-là aujourd'hui. On va voir comment le Cameroun a mis les petits plats dans les grands pour améliorer encore la fonction publique, pour améliorer les services rendus par la fonction publique camerounaise. Aujourd'hui, on parle également de la modernisation de cette fonction publique-là. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement camerounais pour que nous puissions assister à une véritable mutation, à une véritable modernisation de la fonction publique camerounaise? Info TV s'intéresse et bien sûr, le plat sera servi au 20h ce soir. Merci, Théophile Vianney-Billa. Ne ratez justement pas ce grand journal, le 20h sur Info TV. On se donne rendez-vous demain, 10h. 10h, merci, parfait. Merci Théophile Vianney. Alors, Arnaud Victor, nous apprenons par le couchement d'un journal, nous en avons parlé ici, il y a pratiquement près d'un mois, cette affaire du député et d'un maire qui sont arrivés aux mains. Le député et le maire sont donc désormais au tribunal. Nous étions là du côté des Biouambaneux. Le député et le maire désormais au tribunal. Petit commentaire. Parfait, c'était prévisible parce que lorsque on décide de prendre nos habitudes et c'est défaire des oripeaux qui sont les nôtres en ce qui concerne nos fonctions tant politiques qu'administratives et qu'on décide d'offrir aux populations un jour de grande fête nationale comme le 20 mai, un spectacle aussi désobligeant que celui-là, il est normal que cette affaire ne reste pas dans les tiroirs et qu'elle sorte au grand jour et qu'arrive au tribunal. On essaye tout au moins d'établir les faits et de condamner les véritables coupables. Et le commentaire, peut-être je le ferai, mais il est difficile de faire un commentaire lorsqu'une affaire est pendante pour justice. Ce qui est certain, c'est que je ne vais pas prendre un côté
on a assisté à un spectacle, je l'ai dit, désobligeant, ce qui n'est pas bien pour l'image des populations libéro-bané, ce qui n'est pas bien pour nos élus, la députation, ce qui n'est pas bien pour nos communes, ce qui n'est véritablement pas bien pour le Cameroun. Non, moi j'espère que les responsabilités seront établies et que désormais on ne va plus assister à ce genre de spectacle, que celui qui est coupable paye automatiquement les frais devant la justice. Que celui qui est coupable paye les frais devant la justice. Professeur, l'affaire avait défrayé la chronique et continue d'ailleurs à intéresser pas mal de chroniqueurs, cette affaire du député et de son maire, le maire qui a froidement blessé son député. Les images étaient presque atroces. Pour l'instant, le député a dit qu'il ne se laisse pas faire. Il a porté l'affaire devant les tribunaux et nous attendons tout simplement le verdict. Alors, vous en tant que psychosociologue, est-ce qu'il n'est pas qu'en même temps de sensibiliser les uns et les autres sur le problème ayant trait à l'idéologie, qu'en politique nous puissions défendre les idéologies, que nous puissions débattre et non pas de combattre? Oui, la sensibilisation devrait être ouverte dans ce sens-là. Mais il s'agit des humains qui ont leurs états d'âme, qui ont leurs problèmes personnels, qui ont leurs problèmes psychologiques, qui ne parviennent parfois pas à gérer l'ensemble de pressions auxquelles ils font souvent face au quotidien. Bon, quand un député, un maire adviennent à se donner des coups de poing, ça montre tout simplement que nous avons un sérieux problème de maîtrise de soi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit parler dans le sens du coaching mental? Parce que les hommes politiques, les leaders, les stars ont besoin d'un coach mental. Parce que gérer les tensions souvent profondes, souvent intimes, c'est pas laissé à tout le monde. Il faut avoir une très grosse préparation mentale. Et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment planifié l'orientation dans le vécu et la prise en charge sur le plan mental de beaucoup de nos leaders politiques et de nos leaders dans le sens même de la société, des leaders sociaux, des leaders d'opinion. Bon, moi en tant que psychologue, ça ne me gêne pas de savoir ça peut en arriver. On peut en arriver là parce que quand deux personnes... Ça ne me gêne pas que un député soit défiguré. Ça me gêne pas parce que c'est prévisible parfois. C'est prévisible. Dans toutes les sociétés, quand vous êtes en querelle avec autrui, quand on avait plus d'idées à faire passer, le plus souvent, on fait recours à la violence. Bon, recourir à la violence, c'est exprimer naturellement le fait qu'on soit... l'idée ne peut plus arranger la situation. Bon, et beaucoup arrivent parfois au coup de poing et à d'autres pratiques dans le sens d'atténuer l'adversaire. Parce qu'il faut le dire, même dans la relation avec son épouse, quand ça ne va pas à la maison, quand votre épouse veut déjà prendre l'ascendant sur vous et que vous voulez assumer votre rôle en tant qu'homme, là, c'est très facile d'arriver à de sulcer des coups de poing ou peut-être de sulcer des injures. Parfois, les femmes qui n'ont pas de coups de poing donnés, elles sulcent des injures. Mais nous, les psychologues, c'est parce que quand la communication bloque, il n'y a plus de communication. S'il n'y a pas un intermédiaire pour jouer le rôle... Ça peut dégénérer. Voilà, pour jouer un rôle d'intermédiaire, remettre les gens chacun à sa place. Si les deux continuent dans le conflit, ça peut facilement aller à des conflits physiques et à des conflits verbaux également. Pierre Blériot-Niémec, au regard de la montée en puissance de la violence au Cameroun, peut-être que chaque Camerounais devrait penser à s'inscrire dans un club de karaté ou apprendre le boxe ou le judo, parce que ça peut arriver à tout moment. Les Camerounais apparemment sont de plus en plus violents. Oui, la structure sociale promeut la violence. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le disions hier, nos chansons, nos modes de vie, la consommation des drogues dures, tout cela favorise la violence. Maintenant, pour ce qui est des personnalités publiques, comme le disait le professeur, ces personnalités se doivent d'avoir un comportement exemplaire. Mais ce n'est pas de tout repos. Il faudrait que le caractère soit travaillé parce que le psychologue qui est tout à côté sait que à la base, nous n'avons pas le même caractère. Il y a des gens qui sont naturellement flegmatiques, il y en a qui sont plutôt nerveux. Et donc, ça prédispose les uns et les autres à des comportements différents. Et si on ajoute à cela les difficultés quotidiennes, parce que quand vous voyez la violence physique, elle est sous-jacente à certaines difficultés de vie. Moi, je dis souvent que les hommes qui usent, par exemple, de violence physique
dans la plupart des cas, manque d'abord de self-confidence, la confiance en soi. Et lorsque l'écart n'est pas réel entre, par exemple, votre épouse et vous, lorsque vous ne croyez pas que vous êtes le chef de famille, toute contestation est regardée comme un défi qu'on vous lance, un challenge. Et si vous n'avez pas les moyens intellectuels ou autres de brimer, parce que chacun utilise les moyens qu'il a. Un homme qui est sûr de lui et qui a par exemple ses moyens financiers pourra dire que bon, je coupe le robinet. C'est une violence. Coupe les vivres. C'est une violence. Celui qui ne peut pas couper le robinet parce que la femme, elle est aux impôts. Travaille aux impôts. Et donc, votre robinet ne lui sert pas à grand chose. Elle est rimante. Peut-être que c'est elle qui aime le robinet. Donc, quand elle vous lance un challenge, vous recourez à la seule arme qui vous reste. Mais la violence. La violence physique. Donc, dans le cas du député et du maire, nous en avions parlé ici. C'est regrettable. Maintenant, nous avons aussi indiqué que la fonction de maire n'octroyait aucune immunité. Et comme les faits semblaient dire que le maire était quelqu'un de violent par essence, je crois qu'ils ne se sont pas portés mutuellement plainte. On peut présumer ici que c'est le député qui s'est plaint. C'est ça. Et s'il s'est plaint, vous avez vu, il a au moins 30 jours d'incapacité. Nous sommes là déjà dans une situation assez difficile pour monsieur le maire. Je crois que ça donnera une leçon aux autres. Exactement. Parce qu'il pourra être condamné. Il pourra être condamné. À plus de 30 jours, on va vers des condamnations. C'est bien compliqué. Voilà. Donc, je crois que ça va le calmer. On peut aussi le faire pour ramener un frère à la raison. Vous savez, je me suis rappelé une histoire, si vous permettez, qui m'a choqué. Dans un journal ou dans un groupe WhatsApp, j'ai vu un journaliste camerounais qui s'était moqué du défunt père d'un autre homme politique, ancien journaliste. Et je disais... Nous sommes en télévision, hein, il s'est moqué de la dépouille du papa de Cabral Libi, l'honorable. Bon, comme je ne veux pas que ça devienne une affaire très personnelle, parce que moi je suis neveu du feu père de Cabral Libi. Donc je ne veux pas prendre ça d'un point de vue très personnel. Et Bichoka, parce qu'il s'agit de lui, est mon cousin du côté de ma mère, des gens de Macaque. Mais il s'est moqué de la dépouille du père de Cabral Libi. Le père de Cabral Libi n'est pas un homme politique, il n'est pas un homme public. Si Bichoka a des problèmes avec Cabral, ils peuvent s'échiner comme ils veulent, peuvent se déchirer comme ils veulent. Mais si on s'attaque à la dépouille de quelqu'un qui n'est pas dans votre jeu, vous voyez qu'on est sorti de la ligne, on a traversé la ligne rouge. Ce genre de comportement doit être corrigé pour que ça ne prenne pas de l'ampleur. C'est le genre de c'est de la violence excessive. Mais on s'attaque à la... Blériot, moi j'ai un autre problème. Hein. Quand je dis que j'ai un autre problème, je suis de ceux qui pensent que même quand quelqu'un était votre ennemi et qu'il est déjà mort, vous devez quand même du respect à sa mémoire, à sa dépouille. Quelqu'un est déjà mort. Mais vous continuez à se moquer des morts, ainsi de suite. Entre-temps, comme vous venez même de l'indiquer, le mort, celui qui est parti, lui n'était même pas dans vos histoires politiques. Je demandais à mon professeur Menrat Hebga de regretter, mais moi, pourquoi on faisait toujours des éloges funèbres et on vantait les morts? Il me répondait en son temps, Pierre Blériot, si tu as quelque chose à reprocher à un homme, fais-le de son vivant. Il a ainsi la possibilité de réagir. Dire du mal des morts, c'est de la lâcheté. C'est-à-dire, aussi simple que ça. Quel que soit le conflit que vous avez avec quelqu'un, s'il s'est avancé sur le chemin de nous tous, il faut bien le retenir. S'il s'est avancé sur le chemin de nous tous, il est bon, moi je crois même spirituellement pour vous de le respecter. Parce que vous ne savez pas comment il vous accueillera lorsque vous irez là-bas. Merci Pierre Blériot. Je vais passer la parole à l'homme d'église sur le plateau, l'apôtre Émile Barga. Alors, apôtre Émile Barga, nous parlons là des violences, hein, la violence qui apparemment s'érige en règle au niveau du Cameroun, violence verbale, violence physique, et j'en oublie certainement. Nous avons, le professeur me rappelle tout à côté, violence psychologique. Nous avons donc justement ce cas
du maire qui a défiguré son député. Ils sont maintenant au tribunal. Ma question est celle de savoir, vous, en tant qu'homme d'église, que faites-vous en pareille circonstance lorsque vous regardez que le Cameroun est de plus en plus violent? Merci. Vous savez, quand on arrive, quand on voit ce qui se passe ces dernières années, notamment la violence, des actes de violence extrêmes dans les écoles, aux jeunes enfants, entre eux, avec le personnel enseignant administratif, des choses qu'on n'a pas connues il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça veut dire que nous pensons que, on dit que cette jeunesse-là, demain, vraiment, ce sera très difficile. Mais quand la jeunesse la jeunesse en question n'a pas encore pris les choses en main, on voit des adultes, et qui plus est, des personnalités telles qu'un maire et un député, en arriver à des actes de violence similaires. Ça veut dire que vraiment... On a touché le fond. Non, on a touché le fond. On a touché le fond. Et c'était publiquement, le jour d'une fête nationale. La société est malade. Le jour de la fête de l'unité. De l'unité nationale. Et là, on choisit de bagarrer. Voilà. C'est très grave. Vous évoquiez tout à l'heure ce monsieur qui a manqué de retenue et qui a dit des choses qui ne devraient pas se dire en pareille circonstance, notamment la mort, le départ du père de Cabral Libye. Non, c'est un acte immoral extrême. Il faut condamner avec la dernière énergie. C'est un acte immoral. Alors, quand vous voyez comme ça, et j'en viens à votre thème que vous avez, est-ce que la société peut, est-ce que la région peut aider au développement? Le professeur disait quelque chose tout à l'heure. Il dit des gens, on a beau être une personnalité publique, on a beau faire partie de l'élite sociale, intellectuelle, mais nous restons des humains. Il parlait, il a dit, ces gens ont besoin d'accompagnement. Oui, de coaching, d'accompagnement. C'est-à-dire que dans ce qu'ils ont à faire tous les jours, ils ont besoin qu'on les assiste de côté, ils ont besoin d'être encouragés, éduqués, pour qu'ils arrivent, pour qu'ils parviennent dans les moments de pression à se maîtriser. Et certainement, il faisait allusion à la psychologie, mais bon, la psychologie, c'est bien, mais c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu. Vous pensez que ces gens qui bagarrent à gauche, à droite, ne maîtrisent pas bien la parole de Dieu? Non, ils ne maîtrisent. Ils peuvent maîtriser la parole de Dieu sur le plan intellectuel. C'est-à-dire... Mais on a aussi parfois vu des pasteurs bagarrer. Vous savez, c'est pas parce qu'on est pasteur... qu'on n'est plus un homme. Pas qu'on n'est plus un homme. C'est pas parce qu'on est pasteur que... je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les pasteurs, de manière générale, dans notre environnement, sont très mal vus. À cause de ces scandales qui se sont souvent multipliés à gauche, à droite. J'ai souvent dit aux gens que 80%, 90% des scandales qui sont faits par de vrais pasteurs sont l'œuvre des pasteurs jeunes. Vous pensez que quand on est vieux, on ne fait plus du mal en tant que pasteur? Un pasteur qui a de l'âge dans le ministère, un pasteur qui a déjà, quelqu'un qui a peu vu, peu entendu, peu vécu, est beaucoup plus exposé à des débordements. Je vous dis, j'ai été un jeune pasteur. J'ai fait des choses que, si on voulait ramener aujourd'hui, il y a des gens qui... Enfin, lesquels par exemple? Lesquels par exemple? Oui, je vais en dire. En 2000... Vous êtes allé avec la femme de Trump? En 2003, je suis pasteur dans la petite localité de Ngomzap. Oui, que je connais très bien. Voilà, je suis pasteur là-bas. Et vous savez, les églises de Revec, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'était nouveau. C'était pas tout à fait nouveau, mais quand même... On n'acceptait même pas. Oui, c'était pas facile. Alors, je prêchais l'évangile, j'étais juste un jeune pasteur. Les gens ont commencé donc à venir, à s'intéresser, à venir. Alors, je constate qu'il y avait des couples là
déjà mûrs. Si des gens ont 50 ans, c'est des gens mûrs. Tout à fait. Des gens qui vivent depuis plus de 20 ans. Mais je constate qu'ils n'ont pas d'acte de mariage. Alors, j'ai exigé, j'ai dit non, vous ne pouvez pas. L'Église ne peut pas, la parole de Dieu ne peut pas encourager des gens à vivre dans le concubinage. Vous devez absolument achever le processus, sinon vous vous séparez. Vous imaginez, vous dites à des gens qui ont déjà des petits-fils, qui vivent depuis très longtemps, que soit vous allez jusqu'à la fin, jusqu'au bout, avec un acte de mariage à la clé, soit vous vous séparez jusqu'à ce, pas vous séparer de façon définitive, vous séparez jusqu'à ce que la procédure soit achevée. Mais ça a été très mal perçu. Parce que c'était mauvais. Oui, ça a été très mal perçu. J'en viens. Vous pensez que c'était mauvais effectivement, mais c'était un manque d'expérience. Mon intention n'était pas de faire du mal à ces familles. Et vous regrettez cet acte. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces couples, il y en avait... Tous ont quitté l'église. Oh là là. Tous ont quitté l'assemblée. Et comme ça, c'est une petite localité. Tout à fait. Moi, je ne savais pas. On disait déjà que les gens des églises, quand ils vous séparent comme ça, c'est pour prendre vos femmes. C'est pour prendre votre femme. J'avais, en 2003, j'avais 28 ans. J'avais 28 ans. Et vous voyez une maman de 55 ans. Alors, et ça circulait comme ça. Mais il y a des jeunes garçons qui aiment les mamans. Hein. Comment arranger ça? Et qu'avez-vous fait pour arranger ça? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus. C'est pas rattrapable. Il fallait vous amener donc comme ça. Bon, j'ai quand même encore fait 2 ans là. Mais ça n'allait plus. Je les ai perdus. Oh là là. Non, je les ai perdus. De toutes les façons. Donc pour revenir, oui, pour chuter. Oui, pour dire que nous avons besoin d'être éduqués, enseignés. Nous avons besoin de l'influence. Il faut chercher des influences qui peuvent réellement aider l'homme à changer, aider la société à changer. Je pense que l'un des plus efficaces, c'est la parole de Dieu. Merci, hein, cela est dit. L'une des choses les plus efficaces pour aider l'homme à changer, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et il faut lire beaucoup la parole de Dieu. Hein. Mettons encore une chose. Arnaud Victor Eyada, je vous repasse donc la parole. C'est pour la dénonciation de ce matin. Vous avez parlé tout à l'heure de la parole de Dieu. Je crois qu'il y en a qui en ont véritablement besoin, peut-être moi avec. La dénonciation de ce matin comporte désormais ce qu'on peut considérer comme un certain corps de métier. Les répétiteurs. Vous savez, beaucoup de parents aujourd'hui ont décidé de laisser l'avenir de leurs enfants entre les mains des répétiteurs et il y a trop de dérives. J'en veux pour preuve la dernière actualité, c'est encore titre aujourd'hui sur en petite une, dans un quotidien bien connu, la Nouvelle Expression. Un répétiteur viole 7 enfants du côté de Tchang. Incroyable. Ces enfants ont entre 4 et 12 ans. Donc on a confié à ce jeune étudiant, il faut rappeler que c'est un étudiant, la charge de ces enfants en ce qui concerne bien évidemment l'éducation, sauf que il a décidé de leur donner l'éducation à la vie et à l'amour et l'éducation sexuelle. Et je crois qu'il s'en est mal pris. Et ce n'est pas le premier cas, on peut citer des cas comme ça qui sont énormes. Ceux qui arrachent les femmes des gens, ceux qui ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui abusent même, ils sont garçons, ils abusent parfois des petits garçons. Donc je dénonce aujourd'hui les répétiteurs véreux et malotrus. Merci Arnaud Victor Eyada pour cette dénonciation triste. Professeur Novissier, voilà donc un répétiteur d'un autre style, un répétiteur d'un autre genre qui viole, vous avez dit 7 enfants. 7 enfants. Entre 4 et 12 ans, donc violence. Les enfants du même mère. Ce sont les enfants du même mère? Automatiquement. Incroyable. Puisque je pense que c'est... Professeur Novissier, votre réaction? Oui, c'est une situation extrêmement grave, extrêmement compliquée, extrêmement complexe, qu'il va falloir dénoncer avec la
la dernière énergie. Moi, en tant que psychologue, c'est notre champ d'aujourd'hui. La psychologie se doit d'être consultée de temps en temps. Parce qu'on a trop de malades mentaux qui nous entourent. On a des gens qui vivent. Donc vous pensez qu'on peut voir quelqu'un en costume et cravate et il va au travail tous les matins, mais en fait c'est un malade mental. Oui, en fait, je vais peut-être vous surprendre. Vous savez que dans la dernière mise en place de la structuration des maladies mentales, le stress intervient comme maladie mentale. Ça veut dire que normalement, chacun d'entre nous doit pouvoir faire un bain mental. Parce que nous avons des situations de la vie qui nous amènent parfois à ne pas être suffisamment équilibrés sur le plan mental. Alors moi, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est d'abord une situation extrêmement complexe, extrêmement compliquée. C'est que on a affaire à des individus qui aujourd'hui soit ont une difficulté à retenir le libido. La libido, c'est cette énergie-là qui nous oriente, qui capitalise et qui captive le désir sexuel. Alors maintenant, il y a des gens dans notre société aujourd'hui, soit ils n'arrivent pas à retenir ou encore à faire ce que j'aime bien dire, à mentaliser la libido. Parce que les gens croient que quand le sexe humain est en érection, il va falloir qu'il soit en activité. Non. Chaque fois qu'on a des excitations, chaque fois qu'on a des érections, il va falloir... C'est vrai que quand le sexe humain est en activité, c'est très compliqué. Hein. Non, le processus biologique dit que chaque homme, par jour au moins, ça avoir une érection. C'est pas moi qui le dis, c'est sur le plan biologique. Et il a parfois des heures où on parle de 4, 5, 6 heures. C'est ce que dit la biologie. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a une érection, forcément, on aura une érection. N'importe quoi. Voilà. Bon, maintenant, il y a, je l'ai dit en 2002. En 2002, j'ai écrit un mémoire de maîtrise sur les stimulations sexuelles de l'environnement. Notre environnement, aujourd'hui, est sexuellement trop. Il y a trop de stimulation sexuelle à tous les égards. Quand les gens s'habillent sexy, ils ne savent pas ce que ça. Ils ne savent pas l'image qu'ils véhiculent. Quand vous dites vous êtes habillé sexy, vous véhiculez le sexe. C'est aussi une forme de violence. Ça d'abord, en fait, c'est une violence pas une forme de violence, mais c'est une expression. Qu'est-ce qu'on exprime en s'habillant sexy? Vous exprimez d'abord le sexe avant votre personnalité, avant votre image. C'est-à-dire, quand je dis je me suis habillé sexy, vous avez les mélodies sexy, vous avez le style vestimentaire sexy, vous avez la parole, vous avez tout est presque sexualisé. Même la parole est sexy. Même la parole est sexualisée. Les gens de plus en plus entrent dans une douceur sur le plan de l'expression, rendent l'atmosphère parfois extrêmement doux, extrêmement sexuel. Alors, lorsque un individu vit dans cet environnement-là, s'il n'a pas une bonne charge de préparation mentale, c'est facile que certains comportements, comme ceux que nous observons de plus en plus dans notre société, soient observés. Alors, malheureusement... Penseur, nous coupons courant. Que faut-il faire lorsque vous avez en face de vous ce genre de personnes? Ou alors, comme vous êtes psychologue, vous allez nous dire non, il faut étudier son mental, il faut voir dans quel environnement il a grandi, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand vous avez affaire à un répétiteur qui venait chez vous, à qui vous avez fait confiance et qui a violé 7 de vos enfants, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, personnellement, chez moi, ça ne pourra pas arriver. Parce qu'il y a une démission des parents de leur responsabilité. C'est pas parce que j'ai confié mes enfants à un répétiteur que je ne serai pas vigilant. Moi, tout ce que je dis, c'est la vigilance. Le répétiteur ne le fait pas au salon. Même s'il ne le fait pas au salon, il faut discuter avec ses enfants. Quand vous revenez le soir, ça c'est le plus grand débat. Le plus grand débat associé au viol, la dénonciation. Je vois le slogan est bien choisi. Les gens ne dénoncent pas. Vous savez pas qu'il y a même des filles de 18 ans, 20 ans, 30 ans qui sont violées, ne dénoncent pas. J'ai suivi tout récemment une fille qui a été violée par son père pendant 4 ans. Une fille de 22 ans. Elle a commencé à être violée par son père de 18 ans. Bon, le problème, c'est la dénonciation. Moi, je pense que cette fille-là a été déjà il faut discuter avec comment ton père peut te violer de 18 ans. Quand vous avez... Vous êtes là, vous ne dites rien. Pour votre question, c'est que... Bon, ça, vous savez que la difficulté d'être psychologue, c'est que nous ne jugeons pas. Nous sommes dans les analyses. Bon, vous comprenez trop les gens. Pas qu'on comprend, on explique pour que les autres comprennent. Qu'est-ce qu'on fait du répétiteur? Ce qui est sur le répétiteur doit subir ce qu'impose la loi. Un répétiteur qui viole, on l'expose à la loi. La loi doit le juger. Si la loi prévoit la prison, il doit aller en prison. Mais je voudrais que vous compreniez qu'est-ce que les parents doivent faire. Parce que je dois tenir une conférence. Je vais tenir une conférence dans une église prochainement. Dans ce cas-là, les parents doivent apprendre à discuter, à échanger avec leurs enfants. C'est-à-dire, j'ai mon répétiteur. Quand je reviens le soir, j'appelle ma petite fille de 4 ans. Elle s'assoit, je lui dis, bon voilà, comment ça se passe avec ton répétiteur? Et je lui dis, si un jour ma propre fille peut témoigner, j'ai dit à ma propre fille de 18 ans que si un jour, même par hasard, tu passes à côté de moi, mon doigt te touche.
va me dénoncer. Parce que c'est ça le problème. Va me dénoncer. Les gens doivent apprendre à dénoncer. Quand vous il faut dire à vos enfants, parce que le plus souvent les enfants ont même peur. Les enfants vivent des traumatismes dans leur maison du fait de la peur. Il faut dire aux enfants que même moi qui suis ton père, je n'ai aucun droit de te toucher n'importe comment. Alors, quand on n'a pas éduqué les enfants comme ça, le répéter peut commencer à le toucher n'importe comment, et après ça devient que la sexualité. Et la personne, l'enfant, il faut que les gens comprennent. L'enfant croit même que c'est un comportement normal d'être touché par son répétiteur et d'avoir des rapports sexuels avec lui. Mais si le parent lui avait un jour dit que moi-même qui suis ton père, ton oncle, ton frère, si un jour tu constates qu'il touche certaines parties de ton corps, viens me le dire, mais va dénoncer à la police, à la gendarmerie, ces comportements ne vont pas se multiplier. Merci, professeur. Pierre Blériot-Niémec, nous-mêmes, nous avons été répétiteurs une fois dans notre vie, mais de plus en plus, ces répétiteurs sont des personnes apparemment très dangereuses. Parfois, ils vont avec nos enfants, d'autres se tapent même le luxe d'aller avec nos épouses, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, moi, j'ai été très souvent répétiteur dans ma vie d'étudiant, et puis quand j'ai commencé à enseigner, j'étais même plus que répétiteur, j'étais précepteur. Beaucoup de familles m'ont confié leurs enfants. Et c'est une tâche lourde. Le socio-psychologue disait que les parents n'éduquent pas leurs enfants. Mais les parents ont deux problèmes. Il y a un problème de temps, de disponibilité, et ils se trouvent obligés de confier totalement leurs enfants à des personnes qui passent plus de temps avec ces enfants. Il y a aussi un problème de psychologie. Nul ne peut transférer plus que ce qu'il n'a reçu. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui moralement et mentalement n'ont pas grand-chose à dire à leurs enfants. Très souvent, on reproche aux parents de ne pas éduquer leurs enfants. C'est peut-être choquant, mais disons que beaucoup de parents ne savent pas comment on éduque, tout simplement. Et beaucoup de parents eux-mêmes devraient d'abord être éduqués. Un jour, alors que Joseph-Antoine Bell était dans un stade en France, des petits Français se sont mis à lui jeter des pots de bananes. Disons que c'est un singe. C'était un singe. À la mi-temps, le journaliste a demandé à Joseph-Antoine Bell quel était son sentiment. Bell a dit qu'il n'avait pas de sentiment particulier, qu'il fallait éduquer les petits Français, mais qu'il les éduquerait puisque leurs parents même ne sont pas éduqués. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, les parents font ce qu'ils peuvent. Maintenant, revenons au cas des répétiteurs. Lorsque vous introduisez une nouvelle personne dans votre maison, il faut la surveiller. Il faut veiller à ses attitudes. Il faut le faire. Il faut le faire. Je vais prendre un exemple personnel. De regretter mémoire, le magistrat Evineba m'avait confié ses enfants il y a une vingtaine d'années. Et parmi ces enfants, il y avait une jeune fille de 16 ans. Alors que moi, j'étais un jeune enseignant de 25 ans. Vous comprenez? Il a dit à son épouse, il faut surveiller le jeune professeur. Et il avait raison. Il faut surveiller le jeune professeur là. Il ne faut pas qu'on crée un mariage ici sans le savoir. Bien évidemment, c'est au cours des années que j'ai mérité la confiance de ce couple, au point que ces enfants aujourd'hui sont mes propres enfants. Mais d'autres sont tombés dans des dérives. Je ne dis pas, bon, moi, mon idée des femmes, comment je me comporte comme homme. Je pense qu'il y a tellement de femmes dehors, tellement de femmes libres qui ont même besoin des hommes. Qui en demande? Je dis souvent aux gens que moi j'ai appris à, non pas à ramasser les mangues qui tombent, mais à monter sur le manguier et à cueillir les mangues. Donc, c'est trop facile comme ça de s'en prendre aux âmes faibles qui ne peuvent pas se défendre. Alors que vous n'avez qu'à dire ici, même sur le net, que vous êtes un homme viril, vous avez besoin... Oui, si vous dites sur Facebook que je suis un gars viril, j'ai besoin de femmes, vous aurez beaucoup de demandes. Vous aurez tellement de demandes que vous ne pourrez pas satisfaire. Alors, au niveau du viol des petits-enfants, on parle de la pédophilie, différente de la bon, même si ça pouvait aussi être mélangé à la pédérastie, la pédophilie, c'est l'amour des petits-enfants. C'est une maladie mentale.
le socio-psychologue le sait. Et c'est les Américains qui ont commencé à faire qu'on enlève à l'OMS toutes ces inversions sexuelles. Lorsque votre mental s'intéresse aux petits-enfants, vous êtes un malade. Il faut qu'on vous soigne. Mais au-delà de vous soigner, lorsque vous avez déjà fait une telle chose, moi je crois que la meilleure façon de vous soigner, c'est de vous retirer l'instrument dont vous vous êtes servi. Oh là là. Que les latins appellent instrumentum laboris, l'instrument de travail. Il faut qu'on vous le retire pour que vous ne vous en serviez plus. Oui, bien sûr, ça peut être les doigts. Ça peut être les doigts, parfait. Laboris, ça veut dire l'instrument de travail. Ça peut être les doigts. Incroyable. Monsieur l'apôtre, nous avons donc en face un autre problème tellement dangereux. Un répétiteur qui se donne le devoir de violer 7 enfants âgés entre 4 à 12 ans. Je pense que c'est suffisamment grave. Le regard de l'homme d'église. C'est très grave et très triste en effet. Le répétiteur ne connaît pas la parole de Dieu. Je veux dire quelque chose. Le professeur était en train de dire quelque chose de très intéressant. Il était en train d'expliquer un fait social. La société, c'est comme si la société conditionne les gens à être promptement réactifs en ce qui concerne les choses liées au sexe. C'est-à-dire que partout, nous avons des images, des sons. Tout le monde est sur Facebook aujourd'hui. Et quand vous regardez sur Facebook, c'est agressif. C'est agressif. La violence sexuelle. Les images. Et ça construit en vous quelque chose qui, peut-être au départ, même n'existait pas. Ça n'existait pas. Et si ça vient trouver en vous des dispositions ou quelque chose qui soit de nature à créer, se trouve en vous une certaine faiblesse, c'est très facile de céder. C'est très facile de céder. Je pense qu'il faut voir la chose de manière beaucoup plus globale. Il faut voir la chose de manière beaucoup plus globale. J'espère que ceux qui dirigent les politiques, les pouvoirs publics sont en train de s'intéresser à ce que nous faisons ici. Parce que, de la même façon, on ne peut pas, ce sera difficile d'arrêter de changer ce qui est en train de se passer dans la société, les réseaux sociaux et tout. Mais nous devons arriver à trouver du répondant. C'est-à-dire que quelqu'un a dit, parlant, je crois, des menaces climatiques, dit à menace globale, riposte globale. Il nous faut réagir de façon globale à ces agressions sexuelles, sur le plan visuel, sur le plan vestimentaire. Il y a quelque chose qui doit être fait. Et ça ne peut être d'abord, ça doit être impulsé par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent s'intéresser à ça et voir comment éduquer les masses, comment encadrer les masses, de manière à ce qu'il y ait le moins de dérives possible. Parce que si ce n'est pas fait, ça va se répéter. Maintenant, j'en viens maintenant en tant que pasteur. Oui. Vous savez, ce n'est même pas le domaine où habituel, là où dans lesquels on a grandi, c'était surtout dans l'adultère et la fornication. C'est-à-dire l'adultère, c'est des rapports illicites. C'est devenu un mode de vie. Entre des personnes mariées, et la fornication, c'est-à-dire des rapports des rapports sexuels entre des gens avant le mariage. Mais avec les années, nous avons commencé à voir les nouveaux cas de dérive sexuelle qu'on ne connaissait pas avant. Alors, nous devons enseigner. Nous devons aider les gens. Ce n'est pas seulement enseigner, il faut, ça peut heurter quelques sensibilités, mais il faut aussi prier. Je vous dis, il faut prier. Oui, il faut prier pour ces répétiteurs-là, qu'ils ne le fassent plus. Prier déjà même pour l'environnement social. Je vais vous dire quelque chose. Nous connaissons tout ça ici. Comment vous expliquer que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est les sex tapes. On a les nouveaux noms sur les réseaux sociaux. À Douala, à Kribi,
à Bafoussam. Mais ces enfants ne se sont pas assis pour se concerter. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au même moment, ils soient tous animés des mêmes désirs, des mêmes pensées, des mêmes méthodes? Il y a une explication qui n'est pas, que la science ne peut pas apporter. Elle est spirituelle. Merci, hein. Elle est spirituelle. Arnaud Victor Eyada, carton rouge à tous ces répétiteurs véreux. Même s'il faut reconnaître qu'à côté de ces répétiteurs bizarres, on a quand même connu aussi des bons répétiteurs. Blairu en parlait tout à l'heure. Le moins Aïssa, je suis sûr que je suis parti des répétitions pour les médias. Dans ce monde que je maîtrisais bien. Avant de donner le carton rouge aux répétiteurs, il faut d'abord donner le carton rouge à certains parents qui sous-exploitent certains répétiteurs. Il y a des répétiteurs qui sont à 4 mois, 5 mois sans salaire. Et voilà pourquoi il va violer. J'arrive, parfait. Chacun de nous a ce qu'on appelle instinct animal. Et il y a des choses qui peuvent stimuler cet instinct. On parle d'une situation où un gars mange le riz poulet chez lui tous les jours, refuse de payer le répétiteur. Ça peut réveiller quelque chose en lui. Il décide de comment violer tes enfants. Ça peut être un cas. Surtout ce que je n'encourage pas. Parce que j'imagine. Je dis que je n'encourage pas. Non, c'est que vous prenez un mauvais exemple. Non, l'exemple ne peut pas être mauvais. Moi, je mange du riz, si on essaie de rouler, ça sera bien. Et ça peut déclencher quelque chose chez le répétiteur. J'arrive. Vous savez venger. J'arrive. Ça peut être un cas qu'on néglige, mais c'est une situation. Lorsque vous avez la connaissance que vous devez donner à un enfant, cet enfant vous regarde d'abord déjà comme un Dieu. Vous avez un ascendant psychologique sur lui. L'avantage que le répétiteur a sur l'enseignant de l'école, c'est que il a plus de proximité avec l'apprenant. Au-delà de l'étude, de l'instruction, il peut être un éducateur pour lui et lui apporter beaucoup. Il y a des enfants qu'on a coachés, on a dit va plutôt faire telle filière au lieu de faire telle autre. Mais les parents aussi ne sont pas sérieux. Voyez-vous, parfois vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'écrire au tableau, vous avez une petite fille de 16 ans, parfois même en descendant. Chaque fois que vous tournez, vous voyez qu'elle est en train de vous montrer les joues de ses seins. Il faut avoir assez de maîtrise pour aborder pas l'enfant tout de suite. D'abord, le parent qui beaucoup plus c'est la mère. Il lui dit, votre enfant est en âge de folie. Et elle adopte un certain comportement qui n'est pas bien. Commencez déjà par parler à votre enfant. Mais vous pouvez vous retrouver des fois dans des situations où le lendemain vous venez, on vous dit, bon, on vous paye pour le mois, je ne veux pas vous voir, parce que vous voulez violer l'enfant. C'est des situations qui arrivent. Il faut aussi les dénoncer. Parlant des répétiteurs véreux, je suis d'avis qu'il y a des malades totalement mentaux qui n'attendent que des occasions comme ça pour assouvir leur libido. Ça, nous sommes en train de combattre cela. Mais j'ai parlé de proximité ici. Beaucoup parmi les enfants aujourd'hui développent leur sexualité pendant les vacances où vous vous retrouvez parfois cousins, cousines dans des maisons au village où vous êtes parfois obligé. J'ai parlé de proximité. C'est pourquoi moi personnellement j'ai dit que mes enfants ne donnent de promiscuité autant que pour moi. J'ai décidé que mes enfants n'iront jamais en vacances quelque part. Les vacances ça se passe chez moi, on reste là sur place. Parce que c'est des cas. Je sors par un exemple pertinent. Je suis enseignant, vacataire dans un collège. Je donne cours en 4e et au même moment en 3e. Et il y a 2 enfants qui sont sœurs. La grande sœur reprend la 4e et la petite sœur est en haut du bâtiment en 3e. Un matin, pendant que je suis en train de faire cours, une élève de la grande sœur, une camarade, descend et me dit, monsieur, il y a tel qui a un couteau dans son sac. Allez fouiller son sac, vous allez trouver le couteau. Et dès que vous fouillez son sac, vous montez aussi en classe. L'autre a aussi le couteau dans son sac. Je ne comprends rien. Je continue à donner cours comme si de rien n'était. J'interromps le cours, je vais vers celle en question. Je lui dis, prends ton sac, tu me suis. Elle ne riposte pas, elle prend le sac. On arrive à l'extérieur, je dis, ouvre, tu enlèves le couteau qui est dedans, tu me remets. Elle ouvre le sac sans regimber. Elle sort un couteau de cuisine, elle me remet, elle me dit, allez aussi prendre le couteau de ma soeur, sinon ça ne doit pas se passer comme ça. Je monte en 3e, je fais le même exercice, je récupère les 2 couteaux, je les amène directement chez le principal, parce que le suivant général n'était pas là. Quand on arrive là-bas, elles ont failli d'abord en découdre devant le principal. Avec les mains. Avec les mains. On appelle donc le parent, qui est un pasteur.
Oh là là. Nos parents arrivent, ils trouvent le principal, on demande ce qui se passe. Elle commence à raconter que non. Ça a commencé à la maison, sur la table d'études. La grande sœur naturellement, sort avec le beau-frère du pasteur, qui est leur répétiteur et qui est étudiant à l'université de Yaoundé 2. Non, à Yaoundé 1, parce qu'il faisait 3e année, je ne sais pas trop, en biologie ou je ne sais plus trop quoi, à Yaoundé 1. Et qu'ils sortent ensemble depuis, et qu'ils entretiennent même des rapports sexuels. Ça, c'est la petite sœur qui parle. Et que depuis, elle a demandé à sa grande sœur d'arrêter. Sa grande sœur ne comprend pas. Et hier, lui, ils étaient en train de s'amouracher pendant qu'elle savait qu'ils doivent composer dans une semaine. Elle ne demandait qu'à faire les cours. Et sa petite sœur, sa grande sœur l'a giflé en estimant que sa petite sœur ne doit pas se mêler de ses affaires. Ils ont bagarré à la maison. Le parent a séparé la bagarre. Et en allant dormir, la grande sœur a mis le couteau dans son sac en disant on va aller régler ça au collège demain. La petite sœur a aussi mis le couteau dans le sac en disant on va aller régler ça. Le pasteur était ahuri, effondré. Il s'est mis à pleurer et il a avoué qu'en réalité, ce sont ses nièces. Parce que son grand frère est déjà mort et il a laissé ses 2 enfants pour qu'il les élève. Et en mourant, sur son lit, il avait bien dit, tu n'auras pas de problème avec l'aîné, la petite sœur. Mais l'aîné va te créer tout le problème. Parce qu'elle est habitée par un esprit. Pour finir, quelles que soient les sanctions qu'on a données, la grande sœur n'a même pas fini les cours parce que le gars en question l'a enceinté. Donc, vous voyez, c'est des cas qui arrivent. Les parents ont démissionné totalement de leurs responsabilités. Bruno l'a si bien dit, les parents étaient regardants. Il y a des fois, quand tu venais donner cours, le simple fait que tu regardais et ton élève d'une certaine façon, le parent le lendemain se sépare de toi, sans embâche. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a pris les enfants, on a abandonné entre les mains des répétiteurs. Et malheureusement, ceux qui ont un esprit un peu tordu trouvent automatiquement l'occasion d'exprimer leur libido. Mais je pense que pour le cas de Tchang, c'est purement et simplement un malade mental, sinon un criminel. Parce que j'imagine qu'un enfant de 4 ans, une petite fille, et que vous la déchirez, ou alors 12 ans, il est vrai que les enfants se développent aujourd'hui, c'est purement un esprit démoniaque, et c'est quelque chose à condamner. Esprit démoniaque, et c'est quelque chose à condamner. Nous présentons déjà nos excuses pour ces petites... pour ces désagréments, pour ces petits désagréments, pour ces petites coupures intempestives d'électricité. Lisons rapidement les nombreux messages jusque-là arrivés. Bonjour le panel, perfecto, s'il te plaît. Dis à monsieur Eyada qu'il prend un très mauvais exemple. Ne pas recevoir le salaire, ne doit pas envoyer le répétiteur violer les enfants. J'ai dit non. Je ne l'ai pas dit. J'ai aussi failli entendre de cette manière-là. Je m'excuse pour ceux qui l'ont perçu comme ça. Autre message, bonjour perfecto. Je suis moi-même un anti-cabraliste, mais le niveau de médiocrité morale était vraiment bas. J'ai également une question pour le révérend. Est-il possible de répudier sa femme pour cause d'infidélité? Cette question, c'est la vie de Blériot. C'est sûr que c'est la vie de Blériot. Alors, pasteur, est-il possible de répudier sa femme pour cause d'infidélité? Bon, ce que vous devez savoir, ce qu'on doit savoir à la base, c'est que Dieu est l'auteur du mariage. Et dans son intention, il n'a pas commencé le mariage, il n'a pas institué le mariage et prévu plus tard qu'il y ait séparation. Non. Donc, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme, c'est pour la vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous sépare. C'est ce qui doit être. Voilà le principe. Non, c'est ce qui doit être. C'est ce que l'Église doit enseigner. C'est ce que nous tous... Maintenant, le téléspectateur lui a une question précise. Oui, j'en viens. Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. Maintenant, dans les évangiles, Jésus qui apporte une façon d'aborder le prochain, c'est-à-dire avec une attitude beaucoup plus où on est beaucoup moins juge, beaucoup moins censeur. Il prend le pardon. Dans un couple, tout peut arriver. Tout. Il peut arriver, généralement c'est l'homme qui fait des bêtises, mais ça peut aussi... Moi je vais être plus vite, monsieur le pasteur. Dans la Bible, Jésus reconnaît qu'on peut répudier sa femme. Non, je suis en train d'en venir. J'en viens, s'il te plaît. Je suis en train d'en venir pour dire que le divorce est l'ultime quand toutes les voies, c'est-à-dire toutes les voies ont été épuisées. Il inclut les voies intérieures. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, notamment ton épouse,
ton mari, Dieu t'appelle à pardonner. Dieu t'appelle à pardonner. Néanmoins, si tu n'as pas de ressources intérieures, que dit la Bible sur la question? Non, j'en viens. Le pasteur a avancé, c'est pas facile. C'est pas votre. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Il y a quand même une petite brèche. Que dit le Christ? Petite brèche. Je dis qu'elle est petite, infime. Hein. Que dit la Bible? Il nous met en garde, il dit que ne séparez pas ce que Dieu a joint. Mais il dit, sauf. Mais dites-le, c'est la Bible qui dit, c'est pas vous. Oui, c'est la Bible. Sauf pour eux. Non, c'est ça. C'est Dieu comme le disait, monsieur le pasteur. On ne peut pas. Écoutez, quand je dis que c'est Dieu, dans l'action, oui. Vous m'excuserez, mais vous faites là ce qu'on appelle une interprétation subjective. Non. Oui, vous avez de bons sentiments. À la question, parce que le téléspectateur a un souci. Est-ce que la Bible nous autorise, en cas d'infidélité de la femme, de nous en séparer? Pas la Bible, Jésus-Christ. Parce qu'il dit aux Juifs. Autrement, les Juifs disent à Jésus, Moïse nous a permis de répudier nos épouses à condition que nous leur donnions une lettre de répudiation. Et Jésus répond aux Juifs, Moïse vous l'a permis parce que vos cœurs sont endurcis. Autrefois, il n'en était pas ainsi. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un repudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est ça. J'étais en train de vous dire. Non, il a ce problème. Lui, il croit que... Non. Pardonner l'infidélité. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas pardonner l'infidélité. On peut pardonner ce que d'autres appellent impardonnable. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que si, même dans l'église, vous, pasteurs, les seules fois où on autorise un pasteur à divorcer, c'est lorsque sa femme est tombée dans l'adultère. Donc, très bien, merci. Hein. On va lire d'autres messages rapidement. Bonjour Parfait ici, bonjour les panélistes. Merci pour le choix des invités, surtout la présence d'un psychologue pour traiter un cas d'écart de comportement. Nguene Edjoa, Jean-Marie, professeur des écoles normales à Lignège de Mbalmayo. Autre message ce matin, bonjour Parfait, très belle émission. À propos des répétiteurs, je dirais que tout dépend du casting que font les parents dans ce sens. Quand vous recrutez quelqu'un comme répétiteur chez vous, sans enquête de moralité au préalable, à quoi doit-on s'attendre? Je salue au passage votre jeune rédacteur en chef, Théophile Vianney-Billard, mon fils par enfantement intellectuel. Jérôme Bala, depuis Joaïteleu, qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour le panel. Je pense que les parents devraient deviennent de plus en plus négligents envers les enfants. Comment comprendre qu'un enfant de 4 ans doit avoir un répétiteur? Pourquoi en faire? Donnons au moins 1 ou 2 heures de temps par jour à notre famille. Nicolas Diabo de Limbe. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, bien des choses à vous. Un coucou à mon père Lokongon Blériot. C'est Jean de Matom qui envoie le message. Blériot, tu connais Jean de Matom? Non, Logon, c'est le clan de Cabral Libi. Donc, d'accord. C'est une affaire de Bassa. Non, pas de Bassa. Non, c'est une affaire de maison du soir. C'est notre clan. C'est un interne. Mebarkono. D'accord. Je suis Longon comme Cabral. Bonjour, très grand frère. Je suis ravi de vous savoir de retour sur les ondes. Je salue votre sagesse collective qui coule comme de l'eau de source et qui se prouve de par vos analyses quotidiennes. Ainsi, je vous souhaite beaucoup de vaillance et d'hardiesse dans vos défis actuels. En tout cas, nous restons ensemble dans le club des Bantous. C'est Maître Ribas et Babi Michel, dit Mangobeneux. Merci. Autre message rapidement. C'est un message qui vient du 222. Non, 228. 228. Togo. Et Adam a dit que c'est le Togo. Bon, salut parfait, l'homme au grand format. Je salue de même tout le plateau et particulièrement M. Niemek pour la rigueur, la constance et le sérieux qu'il dégage. Que l'Éternel vous garde. Autre message rapidement. Great job, perfecto, and team. Keep it up, c'est Samé depuis Douala qui envoie le message. Samé est devenu un fidèle téléspectateur. Hein? Bonjour, monsieur Samé. Autre message, bonjour, les parents ne doivent pas laisser la charge complète aux répétiteurs de leurs enfants. Il faut constamment dialoguer avec les enfants. Autre message qui nous vient aussi de l'extérieur. Je pense qu'il vient du Togo aussi, oui.
Bonjour Perfecto, le modérateur de Le Plus Capé du 237. Vous allez me faire encore trop d'ennemis. Espace miné, c'est la mort de l'audience en télévision au sud du Sahara. Vos différents échanges contribuent énormément à l'édification des masses. De toute façon, Info TV, c'est l'objectivité et le dynamisme dans l'édification des masses. C'est Soulé Nakordia, ingénieur en BTP depuis Lomé au Togo, qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour Monsieur Parfait ici. Ces deux hommes politiques doivent être relevés de leurs fonctions pour n'avoir pas honoré le cinquantenaire de la fête de l'unité. Ça, c'est pousser les populations à se révolter les unes contre les autres. Fouba Lazare depuis Obala qui envoie le message. Autre message. Bonjour le panel. Et ravi de vous revoir après 2 semaines hors canal. De grâce, ne nous punissez plus comme ça. Le 10h-12h était fade sans vous. Bonne journée, le sac de modérateur. Bidon Annie depuis Efoulane. Avec la grâce de Dieu, on sera toujours là. Autre message rapidement, c'est un pluie de messages, hein, très chers amis. Bravo à Info TV, vous êtes de retour et nous saurons empêcher votre ascension. Bonjour au grand Blériot, le sage. Autre message, bonjour le plateau, si ça ne va plus avec les répétiteurs, on passe aux répétitrices. C'est ça le début de solution peut-être. Au moins dans ce cas, il n'y a pas... Ça fait sourire. C'est garanti. Non, c'est pas garanti, mais j'évite un mot. Vous savez, même dans la cochonnerie qu'on appelle l'homosexualité, ce qui a de moins dangereux dans le lesbianisme, c'est qu'il n'y a pas de déchirure. Incroyable. Autre message, bienvenue parfait, en avant, Dieu est au contrôle. C'est Thierry Angaondal qui nous envoie le message. Bonjour El Perfecto, je ne suis pas d'accord avec le pasteur car sa Bible est claire. On peut répudier sa femme pour cause d'infidélité. La Bible en est claire et pour rien d'autre. Par contre, celui qui s'amourache avec une femme répudiée commet un adultère. Autre message ce matin. Alors rapidement la simple messagerie, on lit encore 2 ou 3 derniers. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Salut, très bonne émission. Salut, très bonne émission Perfecto. Je voudrais que l'apôtre nous donne la preuve de son appel à Dieu. C'est Onkolo Fabien à Obala. Mais, Monsieur Onkolo, vous doutez de mon apôtre sur le plateau ou quoi? Alors bonjour Monsieur Parfait ici. Pourquoi les jeunes étudiants ne s'intéressent-ils pas à ce petit boulot de répétition? C'est Joseph Ndongo de Mbanjok qui envoie le message. Joseph Ndongo. Mais il y a aussi le risque que les répétitrices prennent les maris des gens. Hein. C'est ça aussi le problème. Parce que si nous commençons à recruter les répétitrices, la répétitrice peut venir arracher ton mari à la maison. Bonjour Monsieur Parfait ici, c'est Monsieur l'abbé Parfait Magloire. C'est depuis que je vous cherche dans les chaînes. Merci, bonne journée à vous au plateau. Je suis déjà au pays. Oui, ne me cherchez plus dans les chaînes. Je suis à Info TV. C'est de ça qu'il s'agit. Une touche pour s'impose. Dans le cadre des foyers, on devait en principe avoir la pub. N'y a-t-il pas la pub ce matin du côté de la réalisation? Bonjour, nous sommes représentés dans toute l'Afrique. Appel WhatsApp 695 62 24 43. Mahol Scientific Research, champion d'Afrique dans sa spécialité. Pour tous vos besoins en matériaux de construction, la référence, c'est la Maison du Charpentier. À la Maison du Charpentier, vous trouverez des tôles métrobondes granulées et sablées, les nouvelles tôles les plus résistantes sur le marché. Vous y trouverez également des tuiles, des tôles bacs, des tôles ondulées, des tôles nylon et translucides, sans oublier les accessoires.
La Maison du Charpentier, c'est aussi la conception, la réalisation et le relooking de vos charpentes métalliques ou en bois. Sans oublier le service de livraison à votre demande. La Maison du Charpentier, c'est la construction d'aujourd'hui et de demain. La direction générale est située à Yaoundé, Vogada, Carrefour Isakam, avec ses agences Doja, Mokolo et Mendon, Douala, Carrefour Yassa. Contact. Reconnu comme le meilleur phytothérapeute, le plus en vue des temps modernes, dans la ville de Yaoundé et environ, le docteur Abanké. Le docteur Abanké est un génie de la phytothérapie, exerçant depuis une vingtaine d'années, couronné de succès et de multiples distinctions honorifiques sur l'éradication des pathologies telles que les MST, les IST, le chlamydia, les hépatites virales ABC, les myomes, les fibromes, les kystes ovariens, la prostate. Alors pour un traitement par le naturel sans effet secondaire, référez-vous à la référence qui n'est autre que le docteur Abanké et ses différentes cliniques situées respectivement au pont de la gare, à l'entrée principale du marché du Fuji, à la montée carrossée en allant à Ekounou, à Vogada. Tout ceci dans l'optique de se rapprocher au maximum de ces très aimables patients. Mes chers frères et sœurs, j'ai pris ces deux produits qui m'ont beaucoup aidé à la santé. Je suis très fier des produits du docteur Abanké. Il est à noter que le docteur Abanké entend élargir son champ d'action dans d'autres secteurs de la ville de Yaoundé au Cameroun, en particulier et dans toute l'Afrique en général. Dès lors, pour tous vos soucis de santé, même les plus désespérés, les plus redondants, voire même les plus radicaux, confiez-vous au docteur Abanké et augmentez assurément votre espérance de vie via les contacts 699 47 48 31 673 79 89 17 avec le docteur Abanké, la santé assurée. Bon retour sur l'espace mini de ce jeudi. Merci de continuer à nous faire confiance. C'est l'instant naturellement de l'analyse. La problématique est claire. La religion peut-elle développer un pays? La religion peut-elle développer un État? Je commence donc par l'homme d'église pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Alors, apôtre Émile Mbarga, définissez-nous ce qu'on entend par religion. C'est quoi la religion? Bon, la religion, c'est, comme on dit généralement, c'est un ensemble de croyances et de pratiques, un système de croyances et de pratiques dans une communauté. Voyez-vous, l'homme, d'aussi loin qu'on puisse se souvenir des origines de l'homme a toujours été religieux, c'est-à-dire en quête d'une communion avec le monde invisible, avec un être suprême, absolu, avec Dieu. Alors, tout le monde est religieux. Ça, ah bon? Oui, tout le monde est religieux. Vous savez, même la science le dit, je pense que l'homme est constitué d'une âme, d'un corps et d'un esprit. C'est dans sa partie esprit que le besoin de la communion avec le monde spirituel s'exprime. Ça, et Dieu étant esprit, ou tout au moins la divinité étant esprit, ce besoin est constant. Il peut être moins fort selon les individus, mais il est là. Il est là. Pour dire que la religion est partie. Elle a toujours été avec nous. Elle a toujours été là. Très bien. Merci. C'était pour planter le décor. Je vais donc passer la parole au psychosociologue, le professeur Noubissi. Alors, professeur, nous parlons habituellement de religion. Le pasteur nous a défini de manière un peu plus précise ce que l'on entend par religion. Allons droit au but. La religion peut développer un pays?
Très bien, très très bonne question et c'est même ce qui m'a amené ici. La question est très bien posée, M. Parfa, ici. Alors, est-ce que la religion peut développer un pays? Je vais répondre comme quand j'étais en classe de 3e ou seconde, par la thèse. Et l'antithèse. L'antithèse, voilà. Et après la synthèse. Et après la synthèse, voilà. Alors, est-ce que la religion peut développer un pays? Disons oui. Disons oui, parce que quand on essaie de voir les valeurs qui sont prônées par la religion, c'est-à-dire l'équité, la justice, le respect d'autrui, le bien commun, le partage. Alors, si ceux qui ont la charge de gouverner les hommes s'approprient ces valeurs-là, les gens seront très bien gérés et le développement suivra. Parce qu'il faut faire comprendre aux uns aux autres que c'est l'humain qui convoque, qui conjugue, qui met en place le développement. Pour que cet humain mette en place le développement, il doit être dans un état d'équilibre, dans un état d'harmonie avec lui-même et avec les autres. Alors pour que cette harmonie avec lui-même et avec les autres soit une évidence, il va falloir que certaines valeurs soient prônées. Le respect d'autrui, l'équité, l'équitabilité, la justice, et également la construction des projets constructeurs. Parce que c'est un peu ça qui fait le problème en Afrique. Parce qu'on n'a pas parfois la mise en place de la construction des projets constructeurs. C'est-à-dire des projets qui vont vraiment être des leviers pour le développement. On a beaucoup de projets qui sont parfois circonscrits dans le cadre spatio-temporel et qui ne sont pas à long terme. Et j'ai bien à le dire, l'Occident que nous envions aujourd'hui s'est développé du fait que ceux qui ont gouverné l'Occident à un certain moment donné ont pensé qu'il fallait qu'il le soit aujourd'hui. Allons dans les projets à long terme. C'est-à-dire l'investissement ne doit pas être pour satisfaire les besoins élémentaires d'aujourd'hui, mais comment faire pour que ceux qui viendront après nous, 100 ans, 200 ans après nous, soient à un niveau de vie élevé. Bon, à ce moment-là, le respect de certaines valeurs, la mise en place de l'éducation, la pratique, certaines pratiques comportementales, comme le fait de ne pas faire une différence entre le privé et le public et ce qui m'appartient. C'est-à-dire que ne pas distraire les caisses de l'État en faisant une confusion entre les caisses de l'État et ses propres caisses. Bon, ce sont des valeurs qui sont prônées par la religion et on peut le dire, indépendamment de l'appartenance religieuse, que la religion peut être un début, peut être un levier pour le développement. Maintenant, ça c'est la thèse. Maintenant, dans l'antithèse, quand on essaie de voir la posture et le profil de ceux qui nous gouvernent, et quand on essaie de voir le profil et la posture de certains hommes religieux et de certains prêtres, de certains pasteurs, on se pose la question de savoir déjà qu'ils sont parfois incapables à gérer les problèmes de leur propre congrégation, de leur propre communauté religieuse. Alors, est-ce que c'est possible de sous-tendre, développer un pays, développer une nation, lorsque on ne respecte pas soi-même ce qu'on enseigne? Bon, la religion est pris chez moi comme le garde-fou qui doit être l'élément contrôleur des comportements antisociaux, les comportements liés à la violence, les comportements liés à la guerre. Mais le regard que nous portons, l'observation que nous faisons aujourd'hui, c'est que la religion est incapable, en fait, n'amène plus les politiques à se recadrer, à se restructurer, à revaloriser l'humain. En tant que psychologue des organisations et du travail également dans la psychologie des organisations, nous disons que pour qu'une société se développe, elle a besoin des individus qui sont liés, qui ont des interactions constructives. Alors, est-ce que la religion qui divise aujourd'hui, est-ce que la religion qui ne participe plus de manière efficiente au développement de soi et des autres, est-ce qu'elle peut déjà participer à la mise en place de cette cohésion-là, de cette cohérence-là, sur le plan des interactions? Que non. Maintenant, en guise de synthèse, je pense que c'est pas pour rien, on ne peut pas dissocier la religion du développement. Très bien, merci. Nous étions là dans une dissertation, ça me rappelle mes classes premières terminales. Le professeur nous a parlé d'une thèse, d'une antithèse et d'une synthèse. Oh, formidable, espace béni. Pierre Blériot Niemek, est-ce que si dans un pays, nous commençons à prier matin, midi, soir, nous faisons des jeûnes pour que la croissance arrive, nous prions pour que le chômage baisse, au regard de tout ce que je vais d'énumérer, le pays en question peut récolter cela, peut recevoir cela? Si nous prions matin, midi et soir, et si nous faisons des jeûnes, la pauvreté nous surprendra comme un voleur en arbre. Ah bon?
parce que ce n'est pas la bonne religion. L'apôtre Paul disait, lorsque nous étions parmi vous, nous vous disions expressément que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Et j'ai travaillé moi-même de mes propres mains, continuait-il, en disant, afin de n'être à charge à personne. La religion où les pasteurs, les prêtres et autres sont à la charge des chrétiens est une mauvaise religion. Ah bon? La vraie religion, c'est celle que pratiquait le Christ lui-même, fils de charpentier, devenu charpentier. Il a travaillé de ses mains. Il a encouragé ceux qui étaient avec lui à travailler. La religion doit donc prôner le travail, parce que même dans le jardin d'Éden, l'homme a été placé pour le cultiver et le garder, et non pas pour manger seulement. Donc si les gens vont à l'église pour que l'église résolve les problèmes de la vie quotidienne, ils se trompent. Des 12 tribus d'Israël, une seule était chargée de s'occuper des affaires de l'église. C'est la tribu de Lévi. Toutes les 11 autres travaillaient. Et elles donnaient le 10e de leur revenu à la tribu de Lévi pour encourager l'œuvre de Christ. Ça veut dire qu'il est normal que ceux qui croient en Dieu donnent une partie de leur revenu à ceux qui ont consacré toute leur vie au service de l'église. Mais même ceux qui ont consacré leur vie au service de l'église doivent travailler. Donc la religion, si elle veut contribuer au développement, puisqu'elle doit contribuer au développement de l'humain et du social, elle doit encourager au travail. Elle doit encourager à la patience. Il faut qu'on arrête de dire aux gens, vous priez, vous irez en Europe. Si Dieu bénit tout le monde, il vous bénit là où vous êtes. La bénédiction, ce n'est pas de quitter votre pays. Parce que Dieu vous a créé et vous a placé dans un pays. Il faut que la religion encourage à lutter contre les désirs d'enrichissement subit. Le Christ qui était père de toutes les richesses ne nous a pas manifesté la grande richesse physique. Il faut que les religieux reviennent à la modestie. Ce que les catholiques appellent souvent la pauvreté, le vœu de pauvreté. C'est-à-dire ne pas rechercher de manière obsessionnelle les biens de la terre. Si la religion développe les valeurs de désintéressement, d'abnégation, de travail, de patience, elle va contribuer déjà à assainir le milieu mental de l'homme et le milieu social. Maintenant, il n'y a pas qu'une seule religion. Pendant que certains enseignants des religions ou certaines religions enseignent des valeurs, d'autres enseignent des contre-valeurs. Aujourd'hui, quel est le fond de commerce des religions? C'est la richesse. Ah bon? Mais vous regardez les nouveaux pasteurs et tout le monde, pour se vendre, il faut être extrêmement riche. Même le pasteur Emile Mbarga. Je l'ai aperçu, là il est bien vêtu, c'est tout, je verrai sa caisse quand on va sortir. Mais je dis, l'image que les religieux d'aujourd'hui projettent, c'est le bling-bling. C'est le bling-bling. Si c'est dans la religion du bling-bling, tout ce qu'elle peut faire, parce que c'est pas ça le développement. Avoir plus d'argent, ce n'est pas être développé, on pourra en reparler. Très bien. Arnaud Victor Eyada, la religion peut-elle faire développer un État? Je reviens sur mon éternelle question. Si le Cameroun commence à prier actuellement, est-ce que nous pouvons atteindre l'émergence même avant 2035? Il faut déjà dire ici que le développement, selon moi, est sur 3 paliers. Allons-y. Il y a le développement spirituel, le développement intellectuel et le développement matériel. Il me semble donc que religion qui vient de religare, qui veut dire relier à, peut bien intervenir dans les 3 paliers de développement. Sur le plan spirituel, on va justement dire ici que la religion permet à l'homme d'avoir les aptitudes du bien-être, pas le bien-être physique au sens matériel, mais le bien-être dans le sens de l'esprit. Un homme qui a une assise spirituelle n'est pas assujetti au matériel. Il a besoin du matériel comme une nécessité, mais il n'est pas prêt à tout pour avoir le matériel. Un homme qui a su pratiquer la religion comme un instrument qui l'amène à s'élever spirituellement, est un homme qui a de l'amour en lui, est un homme qui a de la tempérance, est un homme qui a le respect de soi et le respect d'autrui. Il
Voilà là où la religion peut aider l'homme à s'élever spirituellement, dont elle peut contribuer au développement à ce niveau. Sur le plan intellectuel et matériel, puisque les deux vont, selon moi, ensemble, la religion aussi a son impact. Et là, je rejoins Blériot lorsqu'il parle d'une religion qui travaille. Voyez-vous, au Cameroun aujourd'hui, la religion aide beaucoup dans le domaine de l'éducation. On ne peut pas citer les établissements confessionnels. Je tiens encore à vous rappeler que lorsqu'on fait souvent le classement, ce sont ces établissements qui viennent en tête. Oui. Sur le plan même du niveau académique, vous allez voir l'université catholique, l'université protestante, l'université adventiste Kozangais, dont la religion a contribué encore au développement de l'intelligentsia. Et ça peut encore se voir sur le plan plus matériel, dans le domaine par exemple de l'hôpital. L'hôpital des sœurs, quand nous étions petits. Vous voyez bien que l'accueil qui est souvent là-bas diffère de l'accueil qu'il y a même dans les hôpitaux publics. Vous allez voir aussi que aujourd'hui, beaucoup d'églises ont compris le rôle véritable de la religion dans le développement et font bien. Seulement, comme dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses et des brebis égarées. Il y a donc une religion, malheureusement, qui a vili l'être humain, envoie l'être humain à s'écorcher les genoux, à prier à longueur de journée, en attendant que la manne vienne du ciel et fende la toiture et tombe entre vos mains. Oblige ceci, quand bien même ils ont un peu de moyens à les prendre et à mettre à la disposition du pasteur bonbon, qui sait toutefois, lors de la prêche, allier la couleur de sa cravate à la couleur de ses chaussettes et à la couleur de son véhicule qui est garé dehors. Conclusion, lorsqu'un fidèle a un problème de maladie, il faut prier, mais lorsque le pasteur est malade, il faut cotiser pour le pasteur. Cette religion-là ne peut pas contribuer au développement. Émile Barga, l'apôtre, selon Ayada, sortons de ces religions où lorsque le fidèle est malade, on prie pour le fidèle. Mais lorsque le pasteur, lui, est malade, on cotise pour le pasteur. C'est une religion de tromperie à ce niveau. Bon, je vais d'abord dire quelque chose, ce cliché, parce que tu es revenu là-dessus. Est-ce qu'on va passer on doit passer prier matin, midi, soir pour se développer. Pour se développer. Bon, j'ai toujours ri quand on dit ça, parce que Monsieur Bello semble très proche des Écritures et peut-être même des milieux des milieux ecclésiastiques. En fait, la vérité est que les gens voilà pourquoi les consultants, il a une culture générale. Les gens ne prient pas beaucoup. Ah bon? Non, au Cameroun? Non, je veux vous dire. Nous avons trop d'églises. Si à chaque carrefour, que veut dire prier? Que veut dire prier? Prier veut dire, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est basique. Demandez et vous recevrez. C'est ça la prière. C'est la base. C'est la base, c'est d'abord là qu'on commence. Si nous prions autant, c'est clair quand même qu'il y aurait des petites avancées. Mais les gens ne prient pas comme on pense. Ah bon? Non, les gens ou bien on prie mal. Ou bien on ne prie même pas. Tout ça entre ensemble. Ce que je veux dire, c'est quoi, parfait? La Bible dit, le livre de Salomon nous dit, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la prière. La prière fait partie de la vie chrétienne normale. Monsieur Blériot citait tout à l'heure l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Dieu est un Dieu travailleur. La Bible encourage le travail. La Bible enseigne le travail. Alors, ce qu'on dit prier matin, midi, soir, ce n'est pas le fait que c'est le fait des églises de réveil, non. Il y a d'abord que dans notre environnement de sociologue, le psychosociologue peut le confirmer, nous n'avons pas encore acquis la culture du travail. Allez dans nos villages, là-bas ils ont la culture du travail. Un vieux il se lève le matin, arriver au village à 10h, tout le monde est en brousse. Tout le monde est en brousse. Mais allez dans les milieux urbains, l'oisiveté est partout. Ce n'est pas le fait des religions. Des jeunes qui discutent à longueur de journée, des gens qui ne travaillent. C'est les salaires des footballeurs. Oui, les salaires des choses comme ça. Ce n'est pas le fait de la religion. C'est d'abord un problème culturel. Nous n'avons pas la culture du travail. Un bon pasteur va enseigner sur la prière. Il encouragera ses fidèles à prier. Un bon pasteur de la religion enseigne sur le travail.
il faut travailler. Et Paul disait, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ça, c'est clair. Maintenant, comment la religion peut aider au développement? Votre logo, devise Info TV pour la télévision, voilà, le vivre de proximité et du vivre ensemble. Nous avons connu ces dernières années des phénomènes sociaux qui s'étaient jamais arrivé. Moi, je n'ai pas grandi avec la conscience. J'ai grandi avec des amis d'autres ressortissants d'autres régions, étant d'autres tribus. J'ai pas grandi avec la conscience qu'ils étaient sur le plan tribal différents de moi. Mais ces dernières années, on a eu des choses qui se sont passées. Écoutez, la religion, au-delà du football, au-delà du sport, c'est l'un des cadres où vraiment les gens se retrouvent très bien, indépendamment. C'est juste un aspect. Oui, c'est juste un aspect. Où les gens se retrouvent, ils oublient que tel est Bamileke, tel est Ewondo, tel est... Nous venons là pour communier ensemble et prier Dieu. Rien qu'à partir de là, c'est un aspect très important pour le développement. La paix, le vivre ensemble, c'est un aspect fondamental. C'est dommage que ceux qui gouvernent n'aient pas toujours encouragé ce genre de choses, parce que... Mais ça, c'est déjà ça. Peut-être je reviendrai plus tard là-dessus. Lisons rapidement quelques autres messages avant de passer la parole au professeur Noubissier. La religion est l'opium du peuple, pour dire qu'elle endort la pensée, susceptible de penser le développement. La religion est un obstacle au développement lorsqu'elle enseigne que la nature est le temple de Dieu, c'est-à-dire un objet de contemplation et non de transformation. C'est René, à partir d'Obala, qui nous envoie le message. Les religieux chrétiens, toute obédience confondue, sont dans le bling-bling. C'est signé Bertrand. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur, merci d'être de retour. En ce qui concerne la thématique du jour, la religion contribue au développement, sauf qu'il faut un encadrement des autorités administratives. Vraiment, très beau panel. Mettez-nous les mines partout, car sans vous, la télévision n'existe pas. Et c'est signé Emmanuel. Autre message ce matin. Bonjour sur le plateau, Monsieur Parfait ici. Vous êtes le miroir de cette chaîne de télévision. Vous devez être recruté par Canal+. Pour l'instant, je suis Info TV. Autre message rapidement. J'ai également un problème que j'aimerais poser à l'endroit des Yada. Un problème en tant qu'enseignant. Comment comprendre que je suis en service depuis 5 ans, mais sur il dit quoi? Sur mon antilope, je suis en catégorie A1 et pourtant sorti en A2. J'ai déjà des dossiers en circulation dans les couloirs du MINESEC. Que faire? Moi, je comprends pas. Comment il dit que je suis en catégorie A1 et pourtant je suis sorti en A2, ça s'explique? Oui, il y a une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. D'accord. Rapproche-toi des services du MINESEC et vous aurez toutes les informations. Ceux qui nous contactent à la fin, on va lui donner le numéro de M. Henri Bamba qui va gérer son problème. Donc, appelez donc M. Eyada à la fin de ce programme. Il pourra vous aider. Quelqu'un dit ici, c'était avant. Aujourd'hui, la religion... Oh là là, c'est un gros mot, hein. Bon, je vais chercher un synonyme moins dangereux. Aujourd'hui, la religion, c'est n'importe quoi. Aslan Mendo depuis Ebolova. Je vous pose la question de téléspectateur. Monsieur le psychosociologue, lorsque nous regardons le Cameroun, à chaque carrefour, nous avons une église. À chaque fin de rue, nous avons une église. Mais jusque-là, nous n'avons pas l'impression que le Cameroun est développé. Finalement, comment pratiquons-nous la religion dans notre pays? Oui, je pense que cette description-là, tout le monde l'observe. Dans tous les carrefours. Mais je vais dire en vous surprenant peut-être que oui. Parce que imaginez-vous que ces gens-là qui sont dans les églises étant en train de revendiquer autre chose ailleurs que d'être dans les églises.
est-ce qu'on serait dans la situation actuelle? Parce qu'il faut voir le rôle des églises. Je me suis amusé entre 2000 et 2002 à écrire un mémoire de maîtrise sur les questions religieuses. J'ai écrit un document qui est libellé Orthodoxie religieuse et fanatisme chez les chrétiens de la ville de Yaoundé. Alors, dans ce travail-là, le rapport des résultats que j'ai eus m'amène à penser que la religion sécurise les pensées négatives des Camerounais, même s'il y a l'exploitation en aval. Je m'excuse, je parle de vous, mais il y a une exploitation en aval de ceux-là qui sont des leaders religieux. Mais la communauté, le vécu dans la religion est un vécu thérapeutique pour beaucoup. Beaucoup ils vont avec des maladies et reviennent sans être malades. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas peut-être pas le pasteur ou le leader religieux qui l'a soigné, mais c'est l'environnement, c'est la dynamique, c'est le vécu, ce sont ces mélodies, ces cantiques qui sont chantés, qui à un moment donné sont des éléments, sont des leviers de psychothérapie. Bon, moi, en tant que psychologue, quand je vois ces gens dans des maisons, dans des églises, dans des carrefours, je peux dire que ces églises-là empêchent la dérive parfois, empêchent aux gens de réfléchir autrement que d'avoir la pensée focalisée sur ce qui est pour eux l'essentiel Dieu. Bon, je dirais que la multiplication de ces mouvements religieux, pour moi, n'est pas un problème. Mais le problème maintenant, c'est le fonctionnement et la dynamique fonctionnelle de ces mouvements-là, où parfois nous observons des exploitations, ou des pasteurs, ou des prêtres qui sont mal intentionnés, divisent des couples, exploitent de manière surhumaine certains fidèles. C'est à ce moment-là que ça devient un problème. Pourquoi? Ça devient un problème pourquoi? Parce que j'ai un ami qui me faisait un récit, me disait, sa grande sœur a donné 3 millions à un pasteur. Pourquoi faire? Parce que le pasteur lui dit que non, leur maison est hantée, il faut qu'on essaie de faire des rites pour que la situation soit résolue. Et qu'il y a il va là-bas, il a pris la machette pour dire à ce pasteur, je compte jusqu'à 5. Si tu ne me remets pas l'argent à ma pomme de main, je vais t'aider. Parce qu'il y a une surexploitation. Mais dans le vécu de la religion, dans le soulagement que la religion apporte aux populations, on ne saurait se passer de ça. Dans le contexte actuel où les conditions de vie ne sont pas aussi faciles, ne sont pas aussi agréables. Bon, n'oublions jamais cette contribution de la religion vue sous le prisme de la multiplication des mouvements religieux dans la stabilisation de la paix sociale, dans la stabilisation de certaines maladies, parfois somatiques et parfois psychologiques, qui sont gérées. Je ne dis pas que ces leaders religieux sont compétents ou pas. Je ne suis pas là pour juger. Mais je dis ceci, c'est que l'organisation de la vie dans les mouvements religieux fait que lorsqu'on y va, on peut avoir une maladie psychologique parce qu'on ne s'est pas défoulé, parce qu'on n'a pas crié, parce qu'on n'a pas chanté, on s'en sort en étant soulagé. Très bien. Pierre Blériot-Niémec, je vous amène sur un autre terrain, tout en restant dans la religion. La dernière fois où j'ai fait un tour du côté de Paris, dimanche, j'ai fait un effort d'aller à l'église, par curiosité. C'était une grande église qui pouvait contenir même 1000 fidèles. Mais Blériot, il n'y avait pas plus de 100 personnes. Je n'ai rien compris. J'ai commencé à faire mon travail de journaliste et je me suis rendu compte que les Occidentaux ne vont plus régulièrement à l'église. J'ai fait des petites enquêtes pour des pays asiatiques. Je me suis rendu compte que ce sont des populations qui ne sont pas trop ancrées dans la religion. Mais ces populations, c'est-à-dire par exemple certains pays occidentaux et certains pays asiatiques, sont extrêmement développés. Est-ce qu'il faut dire que le blanc finalement nous a laissés avec notre religion et nous sommes très misérables? Maintenant ils ont compris qu'il fallait faire autre chose. Le développement change le monde. La religion nous fait changer de monde. C'est-à-dire que certaines religions vous enlèvent du monde réel vers un monde imaginaire. Vous changez donc de monde, mais le monde ne change pas. Le développement a pour but de changer le monde. Ce que le professeur disait, et il trouvait que c'était une solution, effectivement, c'est lorsque les politiques de développement ont échoué, qu'on croit que la religion doit contenir l'accès de colère dû à l'échec. On va donc instrumentaliser, parce que ce n'est même pas ces pasteurs qui instrumentalisent la religion, c'est le politique.
puisque ces religions sont bien contrôlées par les agences de renseignement. On vous instrumentalise, vous maintenez les gens là-bas. Si on ne peut pas trouver 100 000 emplois aux jeunes cette année, les pasteurs vont leur dire à l'église que d'ici la fin d'année, ils auront tous des emplois. Bon. Puisqu'ils vont donc faire confiance aux pasteurs, ils vont attendre. Comme ça, le politique a tout son temps. Vous voyez, donc ces gens... c'est une complicité. C'est une complicité. Le développement économique et social n'est pas contraire à la religion. Mais une forme d'utilisation de la religion obscurcit l'esprit et vous empêche de vous attaquer au développement réel. Mendrat Hirga a écrit un livre intitulé « Afrique de la foi, Afrique de la raison ». Et il y a un certain René qui disait que c'est l'opium du peuple. Non. Les freins sociologiques au développement sont connus. C'est une certaine conception de la nature comme étant sacrée, on ne doit rien. Non, c'est dépassé. La religion elle-même reconnaît, la religion la vraie, qu'il faut transformer la nature pour pouvoir en tirer le meilleur qu'il nous faut. Maintenant, la problématique c'est que est-ce que l'utilisation ou l'instrumentalisation de la religion peut contribuer au développement? Non. Dès que la religion sert déjà d'autres fins, Jésus disait donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Aujourd'hui, on a tout donné à César et plus rien à Dieu. Très bien. Il faut remettre à Dieu ce qui est à Dieu, mais remettre à César aussi ce qui est à César. Et remettre aussi à Parfait ici ce qui est à Parfait. Bien évidemment. Alors, apôtre Émile Barra, nous sortons progressivement de cette production. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la religion endort le peuple? Bon, je voudrais d'abord lever quelques équivoques ici. Allez-y. Il semble que on a réduit religion à église de réveil au fur et à mesure du développement de la réflexion. Les peuples que vous voyez, les peuples en Asie, sont des peuples très religieux. Moi, je n'ai pas eu l'impression. Peut-être pas très chrétiens, peut-être pas très musulmans, mais ce sont des peuples religieux. L'hindouisme, le bouddhisme, ce sont des religions à milliards de fidèles. Un milliard de fidèles. L'Europe que vous voyez aujourd'hui, peut-être que sur ce plateau, il nous aurait aussi fallu un historien. L'Europe a été le foyer pendant des siècles, des foyers dynamiques de la religion. C'était justement avant. Justement, je suis en train de dire pour dire. Aujourd'hui, on parle même de crise de la foi du côté de l'Occident. Mais je vais vous dire, j'allais dire bien aimé comme si j'étais. Donc je vais vous dire, écoutez, quand vous regardez l'histoire, la religion, en tout cas le christianisme, a joué un rôle critique fondamental pour ce que l'Europe est devenue aujourd'hui. Vous arrivez en Europe au 21e siècle. Ils ont déjà tout construit. Ils ont des siècles d'avance. Mais il y a eu un temps où tout le monde pratiquement était chrétien. Et ils travaillaient pendant ce temps-là. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de développement où la religion, ça devient quelque chose, ce n'est plus très important pour d'autres choses qu'ils recherchent d'ailleurs. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la religion, parce qu'elle est partout, les églises de réveil, protestants, catholiques, les religions traditionnelles, je vous ai dit, tout ça fait partie de la religion. On a plus, c'est vrai qu'on stigmatise plus les pasteurs et les églises de réveil et tout. Mais écoutez, les religions ne sont pas le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est se laisser transformer. Ces gens qui volent, ils sont dans toutes ces religions. Pas seulement dans les églises de réveil. Ils sont à l'église. Apparemment, vous défendez l'église. Non, je ne défends pas. Je pose la chose telle qu'elle est. Ici, hein. Non, je pose la chose telle qu'elle est parce que c'est un peu un procès de l'église, un peu un procès des églises de réveil qui. Sur le plateau. Nous allions vers là. Non. Mais non, nous allions vers là. Nous allions vers là. Mais quand vous regardez, ces gens qui volent, ces gens qui détournent, ces gens qui violent, ils ne viennent pas des églises de réveil seulement. Ils viennent de toutes ces religions que j'ai citées tantôt. Toutes ces religions. C'est pour dire, c'est pas seulement les religions le problème. Ce que les autres ont dit est vrai.
Et c'est valable aussi pour toutes les autres religions. Ensuite, monsieur le pasteur. Oui, pour dire, le sociologue, psychosociologue l'exposait. La religion peut aider, mais seulement ce qu'on en fait, c'est ce qui pose problème. Et ce n'est pas seulement le fait des dirigeants, c'est-à-dire que des leaders ecclésiastiques ou religieux, non. Ce n'est pas seulement à eux. Les autres aussi doivent arriver à recevoir la parole de Dieu et se laisser transformer. Parce qu'on peut vous enseigner la parole de Dieu, mais vous ne changez pas. C'est compris. Arnaud Victor Eyada, tout en disant rapidement au sortir de ce programme qu'il faut faire attention aux bonbons pasteurs de plus en plus au niveau des rues. Parfait. Je ne vais pas parler des je vais juste prendre d'abord 10 secondes de mon temps de parole pour dire aux téléspectateurs de nous contacter parce que nous a permis d'avoir la solution à son problème. Tout à fait. Qu'ils n'oublient pas parce que nous sommes aussi là pour aider. Tout à fait. Moi, je pense que nous devons simplement sortir du joug de la colonisation, de la religion telle que perçue par le colon, qui ne venait pas nous aider avec la religion, qui venait tout simplement se servir, nous a servi. Parce que j'ai parfois mal quand je me retrouve en train de célébrer les saints parfaits, les saints Victor, les saints Blériot. Quand est-ce qu'on va célébrer Saint Eyada, Saint Aïe? C'est parce que quand on intercède pour les saints des autres, je ne sais même pas qui était Victor. Est-ce que c'était le nom saint? Peut-être c'était un vieux bandit et je suis habité par cet esprit du banditisme. Donc il faudrait qu'on apprenne à nos enfants d'abord. Je ne sais pas. On apprenne à nos enfants d'abord la typologie, même l'étymologie, le sens des noms qu'on leur donne, les noms qu'on nous donne. Et Yada veut dire quoi? Pour qu'en mourant aussi demain, mes enfants puissent célébrer Saint Eyada. Pourquoi pas dans les églises? Parce que nous avons passé le temps à intercéder pour les autres. Il faut qu'on commence aussi à intercéder pour nous-mêmes et c'est comme ça que nous allons attirer le développement vers nous. C'est comme ça que nous allons attirer le développement vers nous. Je dirais donc merci ce matin à l'apôtre Émile Barra. Apôtre Émile Barra, un mot peut-être à l'endroit de vos bien-aimés qui ont regardé l'émission ce matin. Bon, je crois que tout le monde l'a dit ici. La religion, elle peut aider au développement. Et par rapport à ce que nous voyons, nous pouvons mieux faire. Les brebis galeuses, ça ne manquera pas. C'est pas parce que il y a des brebis galeuses quelque part que tout est mauvais. Merci, le message est passé. Émile Mbarga était donc là ce matin, c'est l'apôtre, pasteur depuis plusieurs années. On dira merci comme d'habitude à Arnaud Victor Eyada, et pourquoi ne pas dire merci au professeur Noubissier, enseignant d'université, psychosociologue. Merci professeur, merci au consultant Pierre Blériot-Niemek. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30 ce soir également. Vous allez retrouver votre talk show à partir de 18h avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?